Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. J'ai le plaisir d'animer cette 4e édition d'échange qui se tient ici au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Ce Forum du patrimoine est organisé par Atelier d'Art de France et le magazine Atrium et grâce au soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Je reçois deux invités sur le plateau pour venir échanger autour d'une table ronde intitulée « 2 siècles de guerre aux démolisseurs ». Depuis Victor Hugo au XIXe siècle, la lutte n'est bien sûr pas terminée face aux démolisseurs. Ça nous a permis au XIXe siècle de fonder les principes de la conservation et de la restauration, mais tout cela a évolué. Et nous en discutons donc avec nos deux invités. Tout d'abord, Bérénice Gossuin, bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine, docteur en architecture, spécialiste d'Eugène Viollet-le-Duc, mais également enseignante à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Bienvenue. À vos côtés, nous recevons Christian Laporte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine et également président de l'Association des architectes du patrimoine. Pour commencer donc cet échange, effectivement, on sait que le terme de vandalisme apparaît au moment de la Révolution française. Au XIXe siècle, Victor Hugo se fait le défenseur de ce qu'on ne sait pas encore, mais qu'on va appeler le patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment naît cette notion de patrimoine, en opposition sans doute avec l'acte de démolir à l'époque ? Oui, alors sans forcément rentrer dans tous les détails, le mot vandalisme lui-même est intéressant parce que c'est un terme qui est façonné par l'abbé Grégoire. On est à la toute fin du XVIIIe siècle, pendant la Révolution française. Et il dit inventer le mot, créer le mot pour tuer la chose. C'est-à-dire il veut désigner cette pratique pour qu'elle s'arrête d'une certaine façon. Mais finalement, ce qui est intéressant à regarder dans ce terme, c'est qu'il utilise le terme vandale, donc dans l'imaginaire, ces barbares qui auraient détruit Rome d'une certaine façon, enfin qu'on détruit toute cette période glorieuse de l'Empire romain, on va dire. Donc il y a tout cet imaginaire comme ça d'un déferlement aussi de haine, de démolition, de violence, etc., qui est extrêmement marquant dans ce terme-là. Mais finalement, quand on y regarde de plus près, on voit bien que à ce moment-là, dans tout le XIXe siècle, toutes les personnes qui défendent la conservation de ce qu'on va appeler plus tard le patrimoine, eh bien, en fait, rangent sous ce terme de vandalisme tout un tas de pratiques, quelles que soient leurs intentions finalement. Que ce soit des intentions iconoclastes pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, que ce soit un acte quotidien de transformation d'un lieu, que ce soit même les architectes restaurateurs qui sont qualifiés de vandales, justement, y compris d'ailleurs par Victor Hugo dans Guerre aux démolisseurs, justement. Donc tout cela effectivement va nous conduire à Victor Hugo et ensuite à la création finalement du service aussi des monuments historiques qui va naître à partir de ça, à partir des années 1830, Prosper Mérimée, etc. Comment est-ce que ça s'organise la suite de cette prise de conscience finalement qui atteint là pour le coup l'État, qui organise un service consacré aux monuments historiques? En fait, ce qui est intéressant quand on relit ce texte de Victor Hugo, c'est qu'en fait, il intervient bien avant toute l'institutionnalisation du patrimoine, des monuments historiques en l'occurrence à ce moment-là. C'est-à-dire que ça fait partie des textes fondateurs qui vont initier aussi un mouvement de protection et y compris au niveau de l'État, avec effectivement Ludovic Vitet d'abord, puis Prosper Mérimée, et avec eux tout un tas d'intellectuels, d'architectes et d'archéologues qui se mobilisent justement pour lister déjà tous ces monuments qui sont importants. Première liste 1840, et ensuite toutes ces listes qui vont se décliner au fur et à mesure du siècle jusqu'aux lois de protection des monuments historiques, loi que justement Victor Hugo appelle de ses voeux à la fin de son texte Guerre aux démolisseurs. Donc c'est intéressant de voir que justement ce texte de Victor Hugo, il fixe déjà énormément de choses, y compris d'ailleurs dans la manière dont le discours est élaboré, de la défense des monuments historiques, de la défense du patrimoine ensuite, avec des choses qui font encore écho, avec des textes qu'on peut lire encore aujourd'hui finalement, ou des manières d'argumenter en faveur des monuments historiques ou du patrimoine de manière plus large, je dirais.
Oui, il y a une très grande modernité dans ce texte, en fait. Enfin, Prosper Mérimée a jeté les bases, effectivement, du début d'une protection, d'un inventaire, en tout cas méthodique, des édifices à protéger en France, qui a été ensuite relayé, évidemment, par plusieurs porteurs, en ce sens, Viollet-le-Duc. Victor Hugo, sur le plan émotionnel, il l'a porté encore un peu plus loin. Comme l'a dit Bérénice, effectivement, il y a eu cette première liste de protection donc en 1840, ensuite une seconde en 1862, une troisième en 1889. Il faut voir que l'on s'inscrit aussi dans ce 19e siècle, c'est l'ère de la révolution industrielle, où tout va très vite. On découvre de nouveaux matériaux, de nouveaux usages, beaucoup de constructions nouvelles, des grands édifices publics. Et finalement, le patrimoine historique, dans cette aventure, il avait l'air un peu oublié. Et finalement, il a fallu ces gens-là aussi, qui ont dit attention, n'oublions pas ce qui est déjà là, et ce qui existe. Donc, je ne dirais pas que c'est par réaction à l'ère industrielle, mais je dirais c'est attention, n'oublions pas ce patrimoine aussi. Et on est déjà dans des mesures de sauvetage au conservatoire, puisque le 19e siècle a été quand même aussi très destructif. Et il y a eu des guerres, bien entendu, on les retrouvera au XXe siècle. Mais je dirais que voilà, ces gens-là, que ce soit donc Prosper Mérimée, Viollet-le-Duc, Victor Hugo, à leur manière et avec leurs compétences, ont participé déjà à cette idée de halte à la démolition. Et puis, comme le disait Bérénice, le vandalisme, il est très péjorant, effectivement, parce que ça renvoie à une tribu totalement sauvage et barbare, enfin, a priori barbare. On assimile un peu voilà, les vandales et les démolisseurs à des gens incultes et ininstruits par opposition aux lettrés, aux poètes, aux architectes, aux savants. Donc voilà. Est-ce que l'acte de démolir, il a complètement disparu ? Alors évidemment non. Mais c'est vrai que autant... alors moi dans mes travaux, je m'attache plus justement à une forme de quotidienneté de la démolition pour les architectes. Et en particulier chez Viollet-le-Duc évidemment, puisque c'est lui que j'ai étudié en particulier. Mais et j'avance avec cette idée un peu provocatrice d'une démolition conservatrice. C'est-à-dire que pour conserver finalement... l'acte de démolir est nécessaire. Alors évidemment, quand je dis ça, j'entends pas démolition par la démolition comme l'entend Victor Hugo, d'un édifice en entier, etc. Mais de se dire que la conservation, elle est passée, et elle passe souvent, encore aujourd'hui, par le fait d'enlever des choses. Alors on peut parler de déconstruction pour réutiliser les matériaux, n'empêche qu'au fondement de cette pratique-là, c'est aussi l'idée de dire, on va enlever un morceau, parce que, alors chez Viollet-le-Duc en particulier, voilà, on va considérer que cette partie-là, elle altère une lecture pas assez évidente d'une certaine manière du monument qu'on souhaite restaurer. Et aujourd'hui, ça va être d'enlever ce qu'on considère comme étant des scories ou des altérations, même si c'est évidemment peut-être beaucoup moins spectaculaire que ce que ça pouvait être au XIXe siècle. En tout cas, moi, je fais partie des personnes qui assume d'une certaine façon qu'en tant qu'architecte du patrimoine, on est amené à restaurer, à conserver des édifices grâce à 3 types d'actes particuliers. C'est conserver, c'est quand on ne touche pas, démolir et ajouter. Voilà. Donc on a en gros ces 3 familles d'interventions possibles et on décline à partir de ça tout un tas de choses pour pouvoir restituer un bâtiment suivant l'imaginaire dans lequel on peut être au moment où on le restaure. Parce qu'on participe aussi de ça, parce qu'on est aussi des architectes, donc on travaille aussi avec l'image des bâtiments, et donc voilà, il y a une forme de respect archéologique, je dirais, mais il y a aussi une forme de mise en scène parfois de cette archéologie à travers la restauration pour montrer certaines traces plutôt que d'autres, en masquer ou en enlever parfois certaines, et donc ça fait aussi partie d'une forme de quotidienneté de notre pratique, si je puis m'exprimer ainsi. La démolition, alors là, vous posiez la question de savoir est-ce que le concept de démolition existe toujours aujourd'hui ? Oui, il faut savoir que c'est un concept qui est ancré dans le XXe siècle. Le XXe siècle a connu 2 guerres très destructives. La démolition en soi, elle est mutilante et traumatisante. Le XXe siècle on a été habitué à vivre aux destructions, voulues ou pas. La Première Guerre mondiale, ensuite la Seconde Guerre mondiale. Par réaction à ces démolitions contraintes et par le fait que finalement le fait de déconstruire ou de faire table rase
Il faut se rappeler le plan voisin de Le Corbusier qui imaginait de reconstruire la ville de Paris en rasant tous des quartiers entiers, hein, si j'ose dire. C'est un peu par opposition à finalement cette idée qui était devenue acceptable de déconstruire ou de démolir, qu'est née les lois Malraux de 1962. C'est-à-dire, attention, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est pas parce qu'il y a eu les guerres et qu'on s'est habitué finalement au fait qu'on pouvait faire table rase et rebâtir qu'il faut que l'on méprise nos secteurs anciens. Donc il y a eu la loi Malraux de 1962 qui a jeté déjà aussi les bases d'une première réflexion sur l'idée que, bon, attention avec l'appel, ne soyons pas trop enclins à utiliser l'appel pour rebâtir des quartiers, parce qu'on était dans une période de reconstruction, donc il fallait rebâtir évidemment. On rebâtissait souvent en finissant de déconstruire, en quelque sorte. Hein. Bon. Et ensuite, il y a eu, au-delà donc la loi de 1962 a permis de sauver les secteurs anciens, on va dire, les secteurs sauvegardés. Et puis après cette époque-là, il y a eu l'époque où on s'est permis, finalement on s'est dit, puisque ce patrimoine-là est conservé, et maintenant à peu près sauvé, on peut au moins déconstruire tout le bâti qui vient après. Le bâtiment moderne, presque le XXe siècle, il y a eu pas mal de bâtiments modernes aussi remarquables, et il a fallu à nouveau une réflexion sur les démolitions portées sur le patrimoine du XXe siècle, qui n'était pas perçu comme patrimonialement avec une valeur, pour à nouveau qu'il y ait en tout cas une loi sur le patrimoine remarquable, enfin pas de loi, mais le concept de patrimoine remarquable du XXe siècle, pour à nouveau se poser la question de attention, qu'est-ce que l'on est en train de faire? Alors, je rejoins ce que dit Bérénice sur cette idée de la démolition, je dirais que le terme est presque aujourd'hui, il faudrait presque plus l'utiliser. Le fait dans les opérations de restauration ou d'intervention sur un monument, on est appelé à faire de la déconstruction, de la dérestauration, du remplacement. Donc de toute façon, on a forcément des actes où on intervient en notant de la matière ancienne. Mais aujourd'hui, on a des outils, en tout cas, on a des éléments qui nous permettent d'intervenir de manière plus parcimonieuse, et en tous les cas, en essayant d'être plus respectueux envers cette matière, j'allais dire. Voilà. Donc, sur l'aspect de la démolition, moi, ça me fait également penser aux guerres dont on entend parler, qui sont aujourd'hui encore un peu loin de nous, mais au site de la Palmyre. On sent que la démolition de ces sites aussi, elle prend un aspect extrêmement politique, et on sent la sensibilité autour du patrimoine. Là-dessus, ça cristallise plein de choses. Est-ce que ça, c'est un peu la suite aussi du vandalisme ? Alors, c'est à la fois la suite et en même temps, c'est quelque chose d'une certaine manière qui a toujours existé, malheureusement. C'est-à-dire que l'iconoclasme, c'est ce qui s'est passé à Palmyre, c'est ce qui s'est passé à Bamiyan avec les talibans, mais c'est ce qui se passe aussi dans l'Égypte antique, quand, je me souviens plus du nom de ce pharaon, qui justement démolit les anciens dieux, etc. Donc en fait, l'iconoclasme, il existe. C'est Akhenaton, voilà. Merci. Et donc cet iconoclasme, il existe pendant les guerres de religion, etc. Et c'est vrai que ce qu'on vit aujourd'hui, alors c'est plus ou moins proche de nous, mais c'est évidemment c'est un outil en fait pour frapper les esprits. C'est-à-dire que démolir et on en revient justement à cette idée d'attachement que Christian évoquait un petit peu plus tôt, cette idée d'attachement, si je démolis ce à quoi vous tenez, eh bien forcément je vous démolis vous, d'une certaine manière. Voilà. Donc ça, c'est dans ce geste iconoclaste, il y a clairement cette ambition-là, d'une certaine façon. Après, moi, c'est là où je pense qu'il faut être très clair dans les termes qu'on utilise. C'est-à-dire que cet iconoclasme-là, qui est religieux, idéologique, etc., est-ce que c'est le même vandalisme que quelqu'un qui démolit par ignorance ? Voilà. Donc c'est là où finalement c'est peut-être pas tout à fait la même chose, il me semble, et que c'est là où ce terme de vandalisme, avec tout l'imaginaire de barbarie qu'il convoque, pourrait quand même être un petit peu revu d'une certaine manière, ou en tout cas nuancé d'un certain point de vue, je pense. Oui, c'est vrai que cet aspect de la méconnaissance, finalement, c'est ça aussi qui fait qu'on se sépare, qu'on démolit, qu'on déconstruit, voilà, des choses dont on n'a pas conscience que ça représente quelque chose d'important à sauvegarder. Et peut-être pour l'avenir, justement, on a des enjeux environnementaux
autour de ça, justement, de conserver l'existant, de le transmettre aux générations futures, en fait, aussi. Et ça, c'est un aspect de la conservation qui évolue, justement, avec ces nouveaux enjeux pour l'avenir. Alors, moi, je vais répondre un peu par une sorte de pirouette. Et je laisserai Christian répondre directement à la question. En fait, je vais faire une pirouette justement parce que ce qui est très intéressant quand on connaît les dynamiques patrimoniales dans la protection du bâti et qu'on regarde la manière dont on parle de la protection de l'environnement, eh bien, on se rend compte qu'il y a énormément de choses en commun. Et là, ça m'interpelle personnellement parce que je me dis, est-ce que protéger une espèce protégée, un oiseau, prenons au hasard les faucons cresserelles, c'est pas du tout la même chose que protéger un bâtiment. Parce que le faucon, il vole, il vit, il meurt, il se reproduit, etc. Il laisse des fientes, voilà. Bon, c'est un être vivant. Et finalement, on le protège presque dans les mêmes termes qu'on protégerait un bâtiment ou une œuvre d'art. Et ça, c'est un petit peu problématique. Et d'une certaine manière, je trouve que y a un vrai dialogue à engager, il me semble, entre la protection des objets et la protection des vivants, on va dire, pour le dire très très vite, de la biodiversité, parce que ça nous pousserait peut-être à remettre en question certaines choses, certaines manières de faire. Parce que quand on commence à protéger une forêt, c'est un écosystème. Mais si on la délimite sur une carte, tous les animaux, ils sortent de la forêt. Donc ils ne restent pas sur l'air dans la carte. Alors que quand on protège une église, globalement, on est à peu près sûr que l'église ne va pas bouger. Donc ça pose des difficultés qui ne se posent pas forcément au bâti, et inversement, il y a des difficultés qui se posent dans le bâti qui ne se posent pas dans les écosystèmes. Donc je trouve que c'est très intéressant aujourd'hui de regarder tout ça, parce que ça nous permet de revenir un peu sur des habitudes qu'on peut avoir dans la manière de penser la protection des objets, quand on commence à regarder la protection des écosystèmes et de tout ce qui est vivant finalement par rapport à des objets inertes, même s'ils vivent à travers nous, mais ils sont quand même, ils ne bougent pas en tout cas. Pendant longtemps, on a pensé aussi que les démolitions, comment dirais-je, les restaurations ou la réhabilitation étaient plus chères que de démolir et de reconstruire. Et donc les donneurs d'ordre, les commanditaires disaient moi j'ai pas l'argent, donc je démolis, je reconstruis. Alors ça évolue évidemment ça. Hein. Sur les aspects économiques, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça. Et puis il y a cette prise de conscience effectivement donc de cette matière ancienne, parce qu'on a une meilleure culture de l'histoire, de l'histoire du bâti, de l'histoire des matériaux, de l'histoire des techniques. Donc c'est vrai qu'on regarde les édifices un peu comme des êtres vivants, mais aussi parce ils ont évolué à travers le temps, et on trouve que ce sont des témoignages qui font civilisation. C'est-à-dire que ce sont vraiment des témoignages de civilisation qu'on veut conserver. Donc avec effectivement aujourd'hui la préoccupation, comme vous le soulignez, des enjeux environnementaux, de l'empreinte carbone que l'on laisse sur l'acte de déconstruire et de reconstruire, on s'aperçoit que finalement aujourd'hui, c'est finalement plus vertueux de réhabiliter. Et moi je vais plus loin que ça, je dirais, nous en tant qu'architectes du patrimoine, je ne sais pas si Bérénice sera de mon avis, mais je pense qu'on ne devrait plus aujourd'hui démolir une architecture de qualité. Je crois que la donnée elle est simple, c'est-à-dire que le réflexe aujourd'hui de se dire finalement on démolit et on reconstruit, je pense que le premier réflexe serait de se dire comment on peut réhabiliter un bâtiment qui ne mérite pas d'être sacrifié. Parce que c'est toujours mutilant de démolir. Moi, quand je vois une pelle mécanique qui rase un îlot, ça me fait de la peine. J'aime pas. Parce que c'est une manière finalement d'effacer le passé et d'éradiquer une mémoire d'un quartier, d'une vie locale, d'une vie sociale. Donc moi je pense qu'il faut plutôt se poser la question de se dire comment on peut éviter de démolir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout démolir. Et en tout cas, la notion de démolition, il ne faut plus l'utiliser. Il faut utiliser la notion de déconstruction, de réutilisation, de recyclage, de transformation, mais plus cette notion de démolition. En plus, quand vous savez, on sait aujourd'hui les dégâts que ça cause de démolir et de reconstruire en termes d'empreinte carbone. C'est énorme. Il y a le recyclage des matériaux. Donc, moi, je crois que le réflexe aujourd'hui, surtout dans les secteurs patrimoniaux sur lesquels on est appelé à travailler, et sur les bâtiments, même s'ils ne sont pas protégés au titre des monuments historiques, le premier réflexe, c'est de se dire comment je vais reconvertir cet édifice. Mais ça, c'est toute l'histoire de l'humanité des monuments.
voilà, la chrétienté a réutilisé les édifices païens de Rome. Enfin, c'est comme ça. Parce que ce sont de beaux édifices et ils voulaient les réutiliser. Il faut qu'on fasse la même chose. Donc il faut vraiment perdre cette habitude de déconstruire. J'allais dire, même sur les grands ensembles des années 60 et 70, qui sont totalement jetés sous l'anathème, parce qu'on dit c'est une horreur au niveau social, c'est une catastrophe. C'est pas si vrai que ça. Il faut parfois même s'interroger sur des quartiers qui pourraient à nouveau être repensés, sans forcément faire table rase, surtout si c'est parfois pour faire pire. Donc voilà, aujourd'hui, le paradigme, il est là. Oui, peut-être pour surenchérir sur ce que dit Christian. Je pense qu'effectivement, il faut garder à l'esprit que quand on est architecte ou voilà, qu'on prend des décisions sur le bâti, ça dépasse toujours l'acte simple qui agit sur la matière. C'est-à-dire que ça dépasse la matière de la démolir. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on démolit des lieux qui soient patrimoniaux ou non, peu importe finalement, parce que souvent il y a des gens qui vivent et parce qu'il y a ces attachements justement dont on parlait un peu plus tôt, et il y a toujours quelqu'un qui est attaché à une chose. C'est très rare de trouver la chose que tout le monde honnie. C'est très très rare. Donc en fait, quand on détruit quelque chose, on touche forcément à ce que quelqu'un aime. Et donc à ce moment-là, si on considère que toucher à la matière, et que la matière dépasse largement ce qu'elle est, eh bien, forcément, ça rend beaucoup plus prudent quant à la manière dont on agit avec elle. Oui, c'est intéressant, même sur ces bars qui sont souvent beaucoup décriés, quand on les voit tomber au journal télévisé en ligne, il y a toujours des gens qui sont très émus finalement. C'est douloureux comme image, ouais. C'est assez traumatisant. Ouais. De voir, de faire exploser un édifice à coup d'une ceinture d'explosifs. C'est sans doute parfois nécessaire, je dirais parfois nécessaire, mais c'est terrible. Moi, c'est une image que je trouve terrifiante. Et ça rejoint les images des quartiers qu'on rase, me terrifient. Oui, en fait, on ne peut pas le prendre à la légère, c'est vraiment... Oui, parce que en fait, il faut... n'oublions pas que dans ces quartiers, des gens ont vécu, des enfants ont grandi, et il y a des sociabilités qui se sont constituées aussi. Et ça, c'est très riche. Et ça aussi, c'est important. Hein. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est ce qu'on considère comme étant important, ce à quoi on donne de la valeur. Il y a tout ce mécanisme de l'expertise qui se met en place. Mais il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus quotidiennes, qui ont aussi de la valeur. Et la vie des personnes qui vivent là, elle a de la valeur, et leurs souvenirs aussi. Et donc c'est vrai que de décider en général de manière assez top-down qu'on va démolir un quartier pour le bien des gens, moi je trouve que c'est toujours un petit peu problématique, parce que bon, c'est... Voilà, le bien, qu'est-ce que c'est finalement, et voilà, la manière de vivre de chacun, et aussi... voilà, c'est du ressort de la liberté de chacun finalement. Je rajouterais qu'on peut même faire aujourd'hui, on a des outils pour faire de la chirurgie en termes d'intervention sur les cœurs d'îlots. La manière dont on peut faire des curetages, améliorer le cadre de vie dans ces centres anciens, la manière de faire, là pour le coup, d'enlever certains éléments pour faire les choses. On a une capacité aujourd'hui, une acuité pour faire ça, sans enlever complètement, faire la tabula rasa, mais en essayant même de créer des espaces verts dans d'anciens îlots, dans d'anciens parcellaires. Il y a des opérations exemplaires qui sont faites. Donc on a les clés pour le faire. Donc je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je pense que c'est toujours une meilleure réponse que de raser un quartier pour en reconstruire un autre. La seule justification pour moi de la démolition, ou en tout cas du fait qu'on ne puisse pas réutiliser un bâtiment, c'est quand on a vraiment un programme ou un programme de bâtiment qui n'existe pas et qui est à construire. Parce que finalement, une église, elle peut être à la fois bibliothèque, elle peut être musée, elle peut être salle de concert, elle peut être maison de quartier. On peut faire plein de choses finalement avec une ancienne église. C'est une question cruciale aujourd'hui. L'avenir des églises de France. Qu'est-ce que l'on va en faire? Il n'y a plus de culte. C'est un vrai sujet. Ouais, ça, c'est vrai, un vrai sujet. J'ai quand même une dernière question pour vous, qui sort un peu des églises. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on va vers un peu du tout patrimoine, qui est une espèce d'inflation patrimoniale où... Comment faire donc justement pour tout sauvegarder? Donc d'un côté, c'est formidable parce que si tout est patrimoine, c'est qu'on a une connaissance de ce bâti qui est sous nos yeux, qui est déjà là. Mais en même temps, comment faire pour tout sauvegarder? Je ne sais pas si on peut tout sauvegarder, justement.
parce que effectivement, cette inflation du patrimoine, elle pose un problème. C'est-à-dire que, suivant l'appel de Victor Hugo, il y a eu une ambition qui est de protéger le passé, qui est une ambition parfaitement louable. Sauf que cette ambition, aujourd'hui, depuis donc, le début du 19e siècle, elle s'est caractérisée, elle s'est matérialisée par la multiplication d'un certain nombre de systèmes de protection. La protection monuments historiques, les protections des secteurs sauvegardés, voilà, les sites inscrits, classés, etc. Donc on a tout un éventail comme ça de types de protection qui sont toutes des outils très très intéressants, mais qui nécessitent quand même des investissements pour être à la hauteur de ces ambitions. C'est-à-dire que chacune de ces protections requiert un niveau d'expertise qui est celui des architectes du patrimoine la plupart du temps, mais pas que, des historiens et des historiennes qui travaillent aussi à faire l'histoire de ces lieux, des architectes des bâtiments de France qui sont là pour donner les autorisations, etc. Et donc, il faut d'une certaine manière, si on ne se donne pas les moyens des ambitions qu'on a placées dans ces textes de loi, d'une certaine façon, on n'y arrivera pas, quoi. Je veux dire, on n'arrivera pas à atteindre les ambitions qu'on s'est posées avec toutes ces protections. Donc, d'une certaine façon, c'est aussi... comment est-ce que l'État, les collectivités territoriales sont à la hauteur de cette ambition qu'on s'est posée, en tout cas en France, mais pas que, dans plein de pays du monde aussi. On arrive à porter cette ambition de donner de la valeur à certaines choses. Et donc derrière, évidemment, il y a un enjeu économique qui est très très important. Et voilà, par rapport à ces enjeux économiques, on voit bien que la création du loto du patrimoine, c'est une manière d'essayer d'aller chercher de l'argent ailleurs, d'essayer de mobiliser un peu tout un chacun à investir d'une certaine façon pour participer à un effort collectif pour atteindre cette ambition extraordinaire qu'on s'est posée finalement au départ. Donc je pense qu'il y a... Parfois, je me demande s'il n'y a pas aussi une dichotomie entre les moyens qu'on met et les ambitions qu'on s'est posées au départ avec toutes ces protections. Mais je m'interroge en tout cas. Entièrement d'accord avec ce que vient de dire Bérénice. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une politique patrimoniale, et en tout cas qui n'est pas à la hauteur, enfin plutôt c'est nos moyens économiques qui ne sont pas à la hauteur de notre politique patrimoniale et de nos ambitions patrimoniales. Alors moi je crois qu'il n'est pas sain de tout conserver. Tout ne fait pas patrimoine. J'illustrais l'exemple des îlots que l'on peut cureter ou réadapter. Je dirais que on ne doit pas figer les choses. Ça serait la négation, je dirais, de l'humanité, de son évolution. Simplement aujourd'hui, on a posé les clés et les règles et les données par rapport à l'impact que coûtent aujourd'hui les démolitions, les déconstructions et les reconstructions. Moi, je crois que c'est plutôt dans la manière et dans la parcimonie de l'intervention qu'on pourra répondre. Mais on est entièrement d'accord sur l'idée qu'on n'en a pas les moyens de toute façon, et puis c'est même pas sain. Simplement, voilà, entre on démolit allègrement ou on y va plutôt tranquillement et de manière un peu chirurgicale. Je pense que c'est plutôt cette réponse-là qu'il faut donner aujourd'hui. Mais il y a du bâti qui est tellement, j'allais dire, insalubre ou inapproprié de toute façon, ça n'aurait pas de sens de chercher à le conserver à tout prix sous un prétexte d'un dogme absolument intenable. Bon, je crois qu'il faut quand même savoir raison garder, mais dans les deux sens. Mais le réflexe quand même aujourd'hui, me semble-t-il, doit être d'abord de diagnostiquer de l'existant, du déjà là, et de savoir s'il est en soi réhabilitable ou reconvertible. Et puis voilà, mais la donnée économique est très importante. Il faut avoir les moyens. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges très pertinents. Merci. Je vous invite à retrouver cette émission ainsi que toutes celles qui ont été tournées dans le cadre du Forum du patrimoine sur notre plateforme YouTube Atrium Patrimoine et Restauration. Vous pouvez également venir nous écouter en direct depuis le Salon du patrimoine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.